Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, mes hommages. Bonsoir, Alex. Je dois s'avouer, on se connaît depuis quand, nous? Depuis les Aigles, hein? Oui, oui. Alors, à cette époque-là, François était c'était directeur... 2005? À peu près. François était directeur des communications pour les Aigles, après ça pour les Summum Chiefs, les Chiefs et tout ça. Et à l'époque, François travaillait au Simons, à Saint-Bruno. Alors, j'allais voir... C'est lui qui m'habillait. Oui, à une époque où on était moins fortunés. J'étais ton styliste. Exact, où la marque 31 était... Vraiment, mon summum. Encore très beau. Oui, non, c'est encore très joli, mais Absolument. à l'époque, c'est ce que j'avais les moyens de me payer. Alors, disons ça de même. Mais tu en as fait du chemin, François. Alors, je prenais l'intro pour te féliciter parce que François a été nommé directeur général adjoint de Offisme Tourisme Montérégie. Félicitations, Merci, François. merci, Alex. Très, très bien mérité. Je m'attendais pas à ça, Je merci. suis fier de toi. Je suis Très content. gentil. Merci à toute l'équipe. Voilà. Oui, merci. Merci d'avoir continué dans ce domaine. François, belle émission cette semaine? Absolument, on jase de tennis avec la numéro 1 à Montréal dans le tennis, la Johannaise Valérie Tétrault qui est avec nous. Une autre qui a pas mal bien gravi Quelle les échelons. carrière. Hein? Bienvenue à Sport Express. Je suis content, François, parce qu'on parle rarement de tennis. Ouais. En fait, on en parle des fois pour parler soit... ce qui arrive, c'est que pendant l'été, on ne tourne pas. Alors, on ne peut pas vraiment parler de l'Omnium qu'il y a ici à Montréal. Et quand il y a des tournois majeurs, bien là, à la fin de l'émission, on va parler des gagnants et On parle tout de ça. Félix un peu aussi. Exact, mais de parler de tennis pendant 30 minutes, c'est jamais arrivé. Et là, attention, tant qu'à le faire, on s'est dit, tout ce pain d'y aller big. Elle a parcouru le monde entier pour sa passion et maintenant, elle a un nouveau poste ici à l'Omnium à Montréal. Valérie Tétrault est avec nous. Salut. Salut, Valérie. Quelle intro! Tu es de la région en plus. T'es de Les gens ont Saint-Jean, tendance à ben l'oublier, oui. mais tu viens d'ici, toi. Oui, exactement. J'ai grandi ici. Bon, j'habite, oui, à Montréal, mais ma famille est encore à Saint-Jean-sur-Richelieu. Là, donc, ça arrive quand même assez souvent que je viens les voir puis que je suis dans le coin. Valérie, t'es déjà venue nous visiter il y a plusieurs années. Je pense que c'était quand t'as J'étais en train de me vieillir, Est-ce quand là. t'as appris ta retraite ou c'était quasiment dans ce temps-là? Je pense que T'es oui. retiré quoi, en 2010? Fin 2010, oui. Ça Imagine fait déjà. plus Hey, de ça 10 va ans vite, déjà. ça n'a pas, plus de ça a 10 pas de ans. bon sens, parce qu'on a l'impression qu'on te voyait jouer hier. Ouais. D'abord, Saint-Jean-sur-Richelieu, souvent, on parle hockey un peu, patinage artistique également avec Isabelle Brasseur. On parle de football, on parle des géants, on parle de tout ça. On parle rarement de tennis. C'est venu comment, cette passion-là, pour toi? Bien, en fait, bon, il y a ma tante qui a joué longtemps au tennis, qui a eu une bourse d'études pour aller étudier aux États-Unis, et elle entraînait le tennis. Donc, c'était quand même vraiment dans la famille du côté de mon père. J'ai essayé plusieurs sports. Je tombais en amour tout de suite avec le tennis. Puis, on avait quand même un bon programme à l'époque. Il y avait André Lemaire qui avait un groupe là, ici au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mon entrée dans le sport. Et puis, finalement, ma tante m'a coachée pendant les 5-6 premières années. Puis comment, Valérie, quand est-ce que le déclic est venu dans ta tête ou peut-être dans la tête de ta tante qui a dit « Oh, OK, Valérie, elle fait ça pour le plaisir, mais il y a du potentiel à aller vraiment plus loin. » Comment le déclic s'est fait pour dire « Bien là, je vais peut-être commencer à faire des tournois, je vais commencer à m'entraîner plus. » Parce que c'est pas tout le monde. Écoute, on joue tout au tennis pour le plaisir, mais on n'a pas le talent pour se rendre où tu t'es rendu. Là. C'est venu quand même assez rapidement, drôlement, parce que, bon, j'ai commencé à jouer au tennis aux alentours de 7-8 ans. Et déjà, à 9 ans, je remportais les championnats québécois 10 ans et moins. Et à 11 ans, j'ai commencé à voyager pour aller jouer des tournois à l'extérieur du pays. Donc, bon, j'ai fait une première tournée en Floride, je parlais pas un mot anglais. Puis je me souviens que ça m'intimidait beaucoup. Mais comme ça, en commençant à jouer à l'international, c'est sûr que là, mes parents aussi commençaient à investir un petit peu plus. Bon, j'ai 2 sœurs, ça demandait certains sacrifices. Alors, assez rapidement, j'ai compris que, bon, c'était du sérieux. Oui, il y avait du plaisir, mais si, effectivement, je voulais m'investir dans ce sport-là, bien, il y avait des possibilités. Donc, je dirais qu'aux alentours de 13 ans, 14 ans, là, je savais que je voulais faire une carrière professionnelle dans le tennis. Okay. Will Smith a fait beaucoup parler de lui avec son slap aux Oscars, mais à la base, il était là pour un rôle, le père des sœurs Williams, King Richard. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un excellent film qui, je pense, est très, très près de la réalité. Lorsqu'on regarde ce film-là, on est capable de voir qu'est-ce que tu as subi. C'est pas évident. Là. Écoute, déjà que tu viens de Saint-Jean-sur-Richelieu,
sans vouloir être plate, des Valérie Tétrault, il y en a des millions. Tu as réussi à faire ton chemin. Oui. C'est comment quand tu arrives en Floride devant, et là, c'est là que tu te dis, ouais, OK, je me pensais bonne au Québec, mais attends une minute, là, on est dans un monde ailleurs. C'est fou comment il y en a des joueurs de tennis partout dans le monde. Là. Bien, je suis contente que tu en parles parce que je pense que s'il y a une chose qui est en train de changer, au moins avec maintenant les joueurs qu'on a au Canada, c'est un peu cette mentalité-là. Parce que c'est vrai qu'avant, on avait l'impression qu'on était petits un peu dans nos souliers lorsqu'on arrivait pour jouer des tournois en Floride ou en France. On avait l'impression que, bon, déjà, si tu étais américaine ou si tu étais européenne, bien, tu partais presque avec un set d'avance dans un match. Alors que là, maintenant, bien, en ayant eu des joueurs qui ont eu exactement le même parcours que ceux qui commencent peut-être à jouer au tennis et qui ont pu se développer ici et quand même réussir à soit intégrer le top 10 mondial ou aller chercher des gros titres, bien, on sait déjà que c'est possible. Donc, je pense que les jeunes y croient davantage. Mais sinon, c'est vrai qu'on avait peut-être un peu trop cette conscience-là lorsqu'on arrivait à l'international. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui m'a nui au final parce que j'étais peut-être un petit peu trop réaliste dans mes ambitions, dans mes rêves. Je visais le top 100, puis au final, bien, je me suis rendue à peu près à la 100e place mondiale. Alors que si, depuis le début, j'avais visé à être top 10 mondial, bien, qui sait, peut-être que ça m'aurait amené un petit peu plus loin. Quand on est jeune, souvent, on se fait prendre en charge par les associations. Tu sais, tu connais bien Étienne Papineau, Joey Savoie avec Golf Canada qu'ils ont pris sur leur charge. Est-ce que c'était la même chose avec Tennis Canada, toi? Est-ce qu'ils ont dit, bon, mais Valérie, il y a un potentiel, on va l'encadrer et la rendre jusqu'au bout? Bien, dans les années où j'ai évolué chez les juniors, il y avait un bel encadrement. On faisait plusieurs tournées qui étaient organisées effectivement par les fédérations. Ça coûte cher, hein? Oui, ça coûte cher. Ça demande beaucoup aux parents et sinon, ça n'aurait pas été possible. Donc, vraiment, la fédération absorbait à peu près 75 des coûts lorsqu'on allait en tournée comme ça. Mais ça va de soi qu'on était seulement un très petit groupe qui pouvait en profiter. Ce qu'il n'y avait pas encore et qui maintenant est en place, bien, c'est le Centre national. Et ça, je pense que ça a changé beaucoup pour la plupart des top juniors là, qui émergent au Canada. Donc, moi, dans mon temps, bien, il fallait effectivement trouver un entraîneur privé. Il fallait payer pour ces cours-là. Il fallait payer pour le sport-études, pour les cours de groupe. Et donc, c'est pas tout le monde qui avait nécessairement la chance de vraiment tenter d'aller sur le circuit. Alors que là, avec le Centre national, j'ai l'impression que ça place un peu plus tout le monde sur le même pied d'égalité. Là, c'est depuis 2007 et déjà, bien, on voit les fruits, évidemment. Ouais. Je veux revenir sur quelque chose que tu as dit avant la question de François parce que je trouve ça hyper important. T'es mère de famille, t'es père, je suis père également, et c'est ce qu'on essaie de... Tu sais, tu parlais d'efforts. Toi, tu t'étais mis dans ta tête d'arriver 100e. T'es arrivé pas loin de 100e, et des fois, tu avais peut-être... 112, exact. Et tu as eu peut-être la misère à faire peut-être ce petit step-là. Il y a la numéro 1 mondiale qui a pris sa retraite, là, tout jeune. J'oublie son nom, l'Australienne, je pense. Ashley Barty, exact. Oui. Elle a dit... Je suis plus certaine de vouloir mettre les efforts pour continuer à être à ce niveau-là. Ma fille qui fait de l'athlétisme souvent dit, ben, tu sais, le 1600 mètres, les 3 premiers tours, ça va bien. C'est le dernier, c'est ce dernier effort-là. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire justement aux jeunes? Parce que, tu sais, tu te promènes dans le monde. Oui, tu as ton entraîneur, tes parents sont pas toujours là. C'est pas un job facile, honnêtement, de vouloir... Tu sais, tu perds en finale d'un grand chelem, là, et là, tu te dis, il faut que je reparte. Là, après ça, tu as des petits tournois à faire avant le prochain grand chelem. Il faut que tu rebattes tout le monde. Au niveau mental, c'est pas un sport facile. C'est pas facile, non. C'est un sport de longue haleine aussi parce que bien, on regarde la saison de tennis par rapport aux autres sports et c'est très long. Il y a à peu près juste le mois de décembre où vraiment on parle d'une saison morte. Et bon, en un mois, on a à peine le temps de recharger les batteries et préparer son corps pour la prochaine saison. Par contre, justement, ça part par la passion qui nous habite. Et le moment où ça devient vraiment des sacrifices et que ça devient ardu, c'est là que c'est compliqué. C'est là que ça demande de la persévérance et c'est là où souvent c'est le début de la fin. Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu, où justement, en faisant cette transition-là chez les professionnels, j'avais peut-être plus autant l'encadrement de ma fédération, donc je me retrouvais souvent seule sur la route pendant 6-7 semaines. Et là, quand ça va moins bien, quand il y a quelques défaites, bien, c'est vrai que tu es seul dans ta chambre d'hôtel. Tu connais un petit peu moins les joueurs sur le circuit quand tu en es encore à tes débuts chez les professionnels. Et c'est là où vraiment, bien, ça te demande beaucoup de force de caractère. Mais tous ces sacrifices-là dans le développement, évidemment, d'une joueuse de tennis,
je me souviens que je l'ai répété souvent, ça me faisait plaisir de les faire et je le pensais réellement parce que j'aimais tellement ce que je faisais. Je me considérais surtout chanceuse. Puis encore aujourd'hui, je pense que le tennis a été une super école de la vie. Donc, oui, j'avais pas nécessairement la vie des autres adolescentes que je côtoyais, mais en même temps, j'ai appris tellement et ce sont des choses qui me servent encore dans ma vie de tous les jours aujourd'hui. On en parlait tantôt, tu t'es rendu au 112e rang mondial quand même. Tu le disais, tout le monde pratique le tennis dans le monde. Tu sais, Mais ça, c'est une affaire. J'embarque là-dessus. On a tendance à vénérer les joueurs de hockey qui, tu sais, comme Amber Jacquet, qui est probablement le 110e défenseur dans la Ligue et 600e total, et on le vénère. 112, juste 112. Hey, 112 sur combien de millions? C'est fou, pareil. On rejette ça du revers de la main, mais c'est extraordinaire. J'ai souvent fait cette comparaison-là avec le hockey parce que, que ce soit le tennis féminin ou même le tennis masculin, si tu es dans le top 100 au hockey, tu fais plusieurs millions par année, alors qu'au tennis, ça ne ressemble pas vraiment à ça. Donc, les chiffres, évidemment, on ne peut pas encore les comparer. Oui, le tennis continue en ce moment de croître dans sa popularité, dans les bourses aussi qui sont attribuées aux joueurs. Là. Autant ici au Canada, mais je parle vraiment à l'international là, en tant que sport, mais on est à des années-lumière, évidemment, encore des sports d'équipe. Alors, il y a vraiment l'élite, là. C'est sûr que quand on parle de Federer, de Djokovic, oui, ils peuvent réussir à faire un très, très bon chèque de paie, ils ne sont pas à plaindre. Mais il faut qu'on réussisse à faire en sorte qu'il y ait plus de joueurs qui puissent bien gagner leur vie, parce que sinon, ça fait partie de la réflexion. Moi, ça faisait partie de ma réflexion. 112e, j'arrivais à peu près kiff-kiff à la fin de mon année. Après avoir payé ton entraîneur, les physiothérapeutes. Après avoir choisi même des vols où je faisais peut-être deux escales pour être capable que ça coûte un petit peu moins cher. Alors, cette réflexion-là, à savoir, c'est soit que je continue comme ça pendant peut-être 5-10 ans, puis après ça, je pars de zéro quand je vais avoir début trentaine, ou bien je fais le saut maintenant, je prépare ma deuxième carrière, puis je considère que finalement, ça a été déjà mission accomplie avec mon sport. Il reste 2 minutes à la première partie avant de parler justement de ton nouveau défi. Ça va trop vite. Tes meilleurs moments, on en parlait hors d'onde, tu as affronté Kim Clijsters sur le Central en Australie. J'imagine que c'est un moment qui va rester gravé. Ta plus belle victoire, la victoire où tu es le plus fier rapidement? Oui, Kim Clijsters, assurément mon plus beau moment. De jouer sur le Central dans un tournoi du Grand Chelem contre celle qui avait été mon idole de jeunesse. Hey, comment tu te sens? C'était spécial. As-tu l'impression d'être dans un film? Un peu. Je me souviens Combien la veille... de personnes des estrades? C'était plein parce que le toit était fermé, il pleuvait, fait qu'il y avait 15 000 personnes. Wow. Kim Clijsters venait de faire son retour, venait de gagner le US Open après avoir eu un enfant. Et j'avais appelé mes parents quand j'avais su que je jouais contre elle sur le Central en plein milieu de la nuit. Je les avais réveillés. Ils s'étaient réveillés assez vite. Après ça, je regardais le match aussi, match qui avait été couvert sur ESPN. Donc, vraiment des beaux souvenirs. Le premier set avait été assez rapide, mais le deuxième set, on avait eu une belle bataille. Et Clijsters, je disais, c'était mon idole de jeunesse, pour son tennis, mais aussi pour la personne qui était à l'extérieur des terrains. Et elle m'a pas déçue. Là. Après le match, elle a pris la peine d'aller voir mon entraîneur, de donner du bon feedback sur mon niveau de jeu. Wow. Et franchement, ça m'avait touché pas mal. Ouais. Wow. J'avoue que je trouve ça bien, parce que oui, c'est un esprit de compétition, mais en même temps, tu sais, quand même bien que tu donnes des trucs à l'autre, le point, c'est que c'est toi qu'il faut que tu te battes. C'est pas, Je pense qu'elle avait compris que elle avait une place importante, évidemment, pour les jeunes joueuses comme moi qui commençaient. Donc, vraiment, elle avait compris son rôle et elle voulait être une ambassadrice pour son sport. C'est merveilleux. On s'arrête parce qu'au retour de nouveaux défis qui t'attendent au cours des... c'est une job à temps plein, on se l'est dit en compte. Et moi, je veux comprendre la différence surtout, parce que quand c'est les gars, c'est le Masters 1000, mais quand c'est les femmes, c'est un autre terme, je pense. Alors, je veux qu'on fasse la comparaison, mais quand même, l'Omnia Banque Nationale, ici à Montréal, c'est connu. Nouvelle directrice générale. Donc, on s'arrête et au retour, on poursuit avec Valérie Tétrault. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express avec Valérie Tétrault. Donc, on l'a dit tantôt, hors d'onde, en fait, tu as battu quand même Wozniacki.
Alexandra Wozniak aussi, peut-être, dans tes années. Oui. Mais Wozniacki qui a remporté finalement à la toute fin un tournoi majeur. C'est ce qui lui manquait. Elle avait été, je pense, numéro un longtemps. Ouais. Elle n'avait pas gagné. Fait que ça, c'était un gros stress. Puis elle avait perdu quelques fois face à son amie Serena Williams. On connaissait un peu, hein? C'est pas comme le lancement. C'est ce que je vois, là. Mais après ça, on l'a vu, ta passion pour la communication. Donc, tu as amené ton sport et tu nous l'as fait connaître. TVA Sport ont été, je pense, avant-gardistes en t'engageant également. Au départ, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus parfait, mais je pense qu'on le voit à quel point tu t'es améliorée. Tu es une excellente commentatrice. Et aujourd'hui, bon, là, après ça, communication, Tennis Canada et maintenant, directrice générale, tu prends la place d'Eugène Lapierre. Est-ce que tu voyais ça dans ton plan de match? Aussi rapidement? Ouais. Pas aussi rapidement. Non, ça s'est fait vite quand même. Exactement. Donc, mon plan de match, en fait, quand j'ai annoncé ma retraite fin 2010, c'était de m'en aller en communication. Ça, je savais que c'est quelque chose que je voulais explorer. À la base, j'ai été engagée chez Tennis Canada comme entraîneur pour le programme des 12 ans et moins. Ça a duré 2 semaines. OK. Pourquoi est-ce que tu n'étais juste pas pédagogue? Moi, je suis le même aussi. Ouais. Demande-moi pas de montrer à jouer au hockey en bas de 10 ans, je suis pas capable. Bien, en fait, c'est surtout que, bon, je venais de cesser de jouer et là, je me retrouvais à être sur un terrain de tennis quand même 8 à 10 heures par jour. Et c'est surtout, en fait, qu'au bout des 2 semaines, j'ai eu une offre pour me joindre justement à l'équipe des communications de Tennis Canada. Mais pendant les 2 semaines, ça m'a permis d'avoir un certain Félix Auger-Aliassime qui, à l'époque, avait 9-10 ans là, dans mon petit groupe. Il y a pire. Oui, quand même. Je pense pas que c'est ces 2 semaines-là qui ont fait toute la différence, mais bon. Sait-on jamais. Exact. Mais, non, mais il aurait pu pas aimer et lâcher. C'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Mais donc, j'ai fait mes débuts comme ça, comme coordonnatrice aux communications. Et puis, là, on était donc début 2011. Donc, oui, ça a été vite. J'ai pu monter dans l'organisation. L'organisation a changé pas mal, évidemment, au fil des ans. Et il y a eu une petite passe où j'ai quitté pendant 4 mois lorsque j'ai commencé à travailler un petit peu plus avec TVA Sport. Et je me souviens qu'à l'époque, et là, j'étais encore jeune, je devais avoir 25 ans, et Eugène m'avait dit « Ah, je trouve ça dommage que tu quittes parce que moi, je te voyais peut-être éventuellement prendre ma relève. » Donc ça, c'est la première fois, je pense que, bon, OK, je me suis dit peut-être que ça peut faire partie de mon parcours et me mener jusque-là. Je suis revenue assez vite, justement, chez Tennis Canada. J'ai combiné les deux boulots pendant un bon bout de temps. Et là, Eugène, il n'y a personne au sein de notre organisation qui pensait nécessairement que c'était imminent. Ça nous a pris par surprise. Non, exact. Et lui, il nous a expliqué par après que, bon, en 2020, ça devait être son 20e tournoi. Je disais 20 ans, c'est un beau chiffre. Est arrivée la pandémie. 2021, on n'a pas eu un tournoi normal. On avait seulement 5000 fans qui pouvaient assister au tournoi par match. Et donc, finalement, c'est vers le mois de février où il m'a annoncé officiellement qu'il allait prendre sa retraite à la fin de l'année et que c'est moi qui voyais dans ce poste-là. Après ça, bon, évidemment, il y avait quand même pas mal d'étapes à franchir pour y arriver. Il fallait que ça passe par le conseil d'administration. Exact, il y a un CA quand même. Exact. Le choix ne lui revenait pas nécessairement à savoir qui allait assurer sa relève, mais déjà, c'était flatteur. Et donc, j'ai eu quelques mois là, à naviguer à travers tout ça avant que le tout s'officialise. Et là, j'espère pouvoir surtout assurer une belle continuité par rapport au travail qui a été fait par Eugène, mais aussi, même si on remonte un peu plus longtemps, par Richard Lejeune. Oui, lui aussi a mis le tennis sur la map ici. Oui. Parle-nous de tes tâches, Valérie. Tu sais, là, tu viens de commencer. On disait que Eugène est encore là un peu pour te soutenir, mais là, à la fin de l'année, il va devenir un peu consultant, si on veut. Il va peut-être être moins là. Le travail d'une directrice générale d'un tournoi si prestigieux, oui, bien, ça comporte pas mal de choses. Évidemment qu'on a de bonnes équipes en place et ça, pour moi, c'est très rassurant de le savoir. Là, tout récemment, on s'est réunis pendant 2 jours complets, justement, pour faire un peu, oui, le point sur le dernier tournoi qui a eu lieu, mais surtout regarder 2023 avec nos objectifs. Voilà, c'était presque ça. Et donc, on est en train d'établir le plan d'action pour 2023. Et on sait que notre tournoi est appelé à prendre de l'expansion aussi en 2025, donc fort probablement être disputé sur plus que les 10 jours actuels, un tableau plus important, plus de joueurs, plus de joueuses à chaque année. Alors ça, c'est quelque chose de gros qui s'en vient.
connaît pas encore tous les détails. On travaille avec l'ATP, la WTA là-dessus, mais ça devrait être officialisé et annoncé là, sous peu. Mais je dirais donc que ça va devenir quand même un gros travail de planification parce que ça va changer pas mal les choses. Et après ça, bien, c'est ça. Il y a, oui, les relations avec l'ATP, avec la WTA, les relations avec les joueurs et les joueuses parce que, bon, notre tournoi jouit d'une belle réputation, mais quand même, on veut s'assurer toujours d'avoir la crème de la crème ici à Montréal. Et souvent, on est confronté à certains joueurs qui doivent choisir entre Montréal et Cincinnati comme préparation pour le US Open. Alors, ben mon rôle, ce sera d'assurer que... Exactement, que Montréal soit une ville plus accueillante, disons, que Cincinnati. Ouais. Ben écoute, pour avoir fait les deux, je veux pas rentrer dans les détails, mais Cincinnati, c'est pour Montréal, disons ça de même. Non, mais c'est le fun ce que tu amènes. J'en avais pas entendu parler, pourtant je suis l'actualité. Mais c'était un des points, moi, que je trouvais ça court, Montréal, dans le sens que un Nadal ou un Federer de jouer à tous les jours à partir du mercredi, je me dis des fois, est-ce que c'était le genre de truc qui faisait que, sais-tu, je vais en faire un au Cincinnati qui est plus proche du US Open que de venir à Montréal. Peut-être que là, de le mettre sur 2 semaines, qui peut, mettons, commencer la première semaine le mercredi, justement, et faire comme... Dans le fond, vous aimeriez faire le même horaire qu'un tournoi majeur, mais à Montréal? Presque ça, oui. Sensiblement comme le tournoi d'Indian Wells, par exemple, où justement les grandes têtes de série jouent à chaque 2 jours. Donc, ça permet de se reposer entre. On le disait, là, la saison est longue. Alors ça, je pense que ça peut être un atout quand même assez précieux pour nous, pour les fans, mais pour les joueurs aussi. Là. Valérie, tu sais, on entend les joueurs de hockey qui jouent pour d'autres équipes dire comment à Montréal, c'est si fantastique. Les pilotes de Formule 1 viennent ici. C'est la même chose pour les joueurs de tennis aussi. Qu'est-ce que Montréal a de différent des autres villes à travers le monde? Tu en as fait beaucoup. Qu'est-ce qui fait notre cachet auprès d'un joueur qui va dire, bien, c'est sûr, je vais à Montréal? La chose qui nous distingue probablement le plus, en fait, c'est le fait que même lorsqu'on joue un match de premier tour, le lundi après-midi, c'est plein. Oui, c'est ça. Et vous regarderez n'importe quel autre même les tournoi tournois de tennis. majeurs, il n'y a pas grand monde le premier lundi. Exactement. Le match de 11 heures, les estrades souvent sont à moitié remplies. Et ça, les joueurs l'apprécient énormément. Donc oui, on fait toutes sortes d'initiatives, évidemment, pour que les joueurs soient bien reçus, que notre tournoi soit vraiment très, très accueillant. Mais reste que ce qu'on entend année après année, c'est que, évidemment, si tu es un joueur, tu te présentes sur un terrain, puis il y a toute une foule, ça amène toute une ambiance aussi. Ça, c'est assez unique. Je dirais même que dans le premier week-end, ce qu'on appelle le week-end de la famille, on est à peu près le seul tournoi qui ouvre ses portes dans une journée qui est consacrée à l'entraînement, le premier vendredi. Et même là, les gens viennent sur le site, regardent leurs joueurs préférés s'entraîner. Et donc, ça crée déjà ce sentiment-là, je pense, entre, les amateurs, mais également avec les joueurs. Tu sais, il y a eu quelques couples célèbres et, tu sais, à l'époque, André Agassi sortait, j'oublie le nom de la... Oui, mais avant, il sortait avec une... Brooke Shields. Brooke Shields. À un moment donné, tu sais, souvent... T'arrivais au dimanche, André était là, et là, les gens se demandaient est-ce que Brooke, finalement, va prendre l'avion pour venir le rejoindre. C'est vrai. Mon point, c'est je suis qui, moi, pour être gossip là-dedans, puis j'irai pas au tennis pour voir une vedette, mais souvent, ce que les gens aiment du dimanche à la Formule 1, c'est que dans les paddocks, des vedettes internationales. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait amener, justement, à Montréal, que le dimanche, c'est bien beau, Patrick Huard, j'enlève rien aux vedettes québécoises, mais je sais pas, d'avoir un petit Stallone, des choses comme ça. Est-ce que ça amènerait peut-être un peu plus de gratin? Est-ce que ça aiderait? Je dis n'importe quoi de même. C'est vrai qu'en ce moment, on a quand même le gratin québécois. Le gratin québécois, mais si on allait chercher le gratin international, c'est vrai que ça pourrait peut-être nous amener à se comparer un petit peu plus à la F1 qui a cette réputation-là d'amener les gens de l'extérieur et ça devient vraiment l'événement à ne pas manquer. Donc, on va travailler là-dessus. Non, mais je dis ça, puis je veux voir ton carnet d'adresse. J'ai pas de mon carnet. Sylvester. Non, mais directeur général adjoint, Office Tourist Strategy, ça s'arrête pas mal là. Mais oui, Sylvester, j'ai pas de contact à Hollywood, par exemple. C'est ça, exact. Mais en tout cas, je trouve ça le fun qu'une fille de Saint-Jean, avec le parcours que tu as, t'arrives. J'imagine que, je sais qu'Eugène le faisait, tu vas te promener dans le monde aussi, aller voir ce qui se fait ailleurs. Oui, exactement. Il y a pire dans la vie. Ça, oui. Ça vient apparemment avec la job. Mais oui, il y a toujours des rencontres qui sont organisées par l'ATP, par la WTA. Ça nous amène aussi à aller voir d'autres tournois à l'international, pouvoir se comparer, peut-être voler une ou deux bonnes idées. Mais bon, par exemple, je sais que le tournoi de Monte-Carlo, c'est là où devraient avoir lieu les prochaines rencontres de l'ATP.
pas pire comme destination. Donc, je devrais y être. Et puis après ça, on va voir le reste de l'année. 2 sous-questions. La première, oui ou non, est-ce qu'un jour on pourrait avoir Lever's Cup ou des choses de même au Centre Bell? Ça pourrait être le fun, non? Bien, c'est pas impossible. Hein, là, la Coupe Lever, en fait, en 2023, va avoir lieu à Vancouver. Donc, déjà, on amène l'événement au Canada, ce qui est bien. Ce à quoi il faut faire attention, c'est de s'assurer, évidemment, que, on a déjà une belle offre tennis au mois d'août. Tu veux pas séparer, je comprends. Exactement. Ouais. Donc là, ce qu'on voulait faire, c'est de s'assurer que, les gens de l'Ouest ont aussi un événement de haut niveau pour eux. Et je pense que la réponse risque d'être plutôt bonne. Je termine avec la plus crunchy à la fin. Cette année, ça a été problématique en début de semaine. Hein? Il mouillait un peu. Le toit. Ça va être un de tes mandats, j'imagine? Oui, pas à court terme. C'est un projet, c'est sûr, on ne se le cache pas, qui était vraiment sur notre radar avant la pandémie. Parce que cette année, on a failli se faire avoir. Honnêtement, il n'a pas fait très beau en début de tournoi. Non, effectivement. Et ce qu'on observe surtout, c'est qu'à l'international, de plus en plus, pas seulement les tournois qui font partie des 4 tournois du Grand Chelem, mais les tournois de notre niveau, le Masters 1000 ou WTA 1000, de plus en plus, ils ont des stades avec un toit rétractable. Et donc, on pense que bientôt, ça va devenir un peu un nouveau standard. Donc, on n'a pas le choix de commencer à le planifier. C'est sûr que ça demande beaucoup de sous. Je pense que la pandémie nous a beaucoup ralenti dans ce projet-là. Mais oui, ce sera dans notre assiette dans les prochaines années. Tu sais, c'est con, on a souvent chialé contre le stade olympique, mais il y a une chose qui ressortait des lanceurs qui venaient ici des équipes adverses, même s'il y avait 5000 personnes à la fin des estrades, les lanceurs disaient on était sûr d'une affaire à Montréal. On jouait. Donc, ils étaient capables, dans leur préparation, beau temps, mauvais temps, on jouait. Alors, des fois, pour la préparation des athlètes. Valérie, merci. Je savais qu'il fallait faire Valérie. 2 fois 30 minutes. Ça fait vraiment merci plaisir. beaucoup. Merci pour l'invitation. Au plaisir. Et puis, le mot de N'attendons pas 10 ans. Là, non, il faudrait faire ça annuellement. Voilà. Merci, le mot de Cambronne, pour ton nouveau défi. Absolument. Merci. François, il n'y a pas de NASCAR. C'est plate. C'est la meilleure nouvelle au monde, jusqu'en février. On parle de quoi en conclusion? On va trouver quelque chose. C'est bon. Restez là. Nous sommes de retour en conclusion, Alex? Ouais, rien d'autre à ajouter. À la semaine prochaine. Et que c'est plate. Bye bye. Salut.